Thier Delmar, avec le délégué régional de France Hydrogène, parce qu'on a besoin, évidemment, quand on parle d'hydrogène, de rappeler quand même quelques éléments de contexte, donc d'avoir en tout cas quelques éléments de compréhension. France Hydrogène, d'abord, c'est l'association, la structure qui en France fédère tous les acteurs de l'hydrogène, notamment les acteurs industriels. C'est exactement ça. C'est une structure qui avant s'appelait la FIPAC, qui est devenue France Hydrogène, je crois, il y a 3-4 ans, qui maintenant a des délégations régionales dans toutes les régions de France et qui regroupe tous les acteurs de l'hydrogène et qui fait un fort travail très important de lobbying, en fait, hein, et de propositions pour structurer toute la réglementation, la législation sur l'hydrogène auprès des pouvoirs publics. Votre autre casquette, c'est celle de Pôle Énergie. De quoi s'agit-il là? Pôle Énergie est un cluster qui s'occupe de la transition énergétique dans les Hauts-de-France. On est basé à Dunkerque et on rassemble 200 adhérents et à peu près 15 ou 16 collaborateurs. Et on travaille sur toutes les thématiques, donc pas que l'hydrogène, mais aussi l'efficacité énergétique, la décarbonation, les ENR, les smart grids, les véhicules électriques et j'en passe, tout ce qui est nouveau gaz aussi. Voilà, on traverse un peu toutes les thématiques de la transition énergétique pour les industriels et les collectivités des Hauts-de-France. En accompagnement des entreprises. Exactement, voilà. L'hydrogène en France, alors on en parle beaucoup aujourd'hui comme d'une des solutions à la question du mix énergétique. Où en est-on aujourd'hui dans le déploiement de cette nouvelle solution? Alors, c'est pas une énergie, hein, c'est un vecteur, on est d'accord? C'est un vecteur, on va le rappeler. Ça veut dire vecteur, alors il faut préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça n'est pas une énergie source, ça veut dire que c'est une énergie qui est produite à partir d'une autre énergie. Alors, essentiellement l'électricité, mais ça peut être aussi la biomasse. Donc, c'est une énergie secondaire, finalement, comme l'électricité. L'électricité, vous la produisez à partir d'une turbine qui tourne avec du gaz, ou, etc., ou du charbon. Bon, enfin, ça, c'était dans le temps. On espère ne plus en voir. Mais donc, c'est une énergie secondaire. Voilà. Où on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui avec de l'hydrogène? Alors, je crois qu'on entre dans une période de réalisme. Voilà. Il y a quand même un sacré enjeu autour de l'hydrogène. C'est pas une énergie simple, justement parce qu'elle dépend d'un autre vecteur. Et donc, si elle dépend d'un autre vecteur, il y a une question de rendement énergétique. En gros, il faut 55 kWh pour produire 1 kg d'hydrogène. Et ce kilo d'hydrogène va rendre possible 33 kWh d'énergie disponible. Bon, en gros, après, il y a des histoires de compression, etc. Alors, ça, c'est un point. Donc, il y a quand même un problème de rendement énergétique. Et puis, après, alors sur le côté très positif de l'hydrogène, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un moyen de stocker les ENR vertes, donc l'électricité essentiellement. Et donc, et c'est aussi un moyen de décarboner certaines grosses industries, typiquement la sidérurgie, la cimenterie, etc. Les raffineries également. Donc, l'hydrogène a vocation à remplacer ce qu'on appelle l'hydrogène gris, qui est l'hydrogène vaporéformé. Alors, un mot technique, désolé, ça veut dire que ça provient du méthane et ça dégage énormément de CH4. J'ai plus le chiffre en tête, CH4 méthane. CO2, pardon, énormément de CO2. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est énorme, beaucoup plus. Enfin, oui, c'est des quantités énormes. Et en revanche, ça va permettre aussi de développer toute une nouvelle industrie qui est tournée vers ce qu'on appelle les e-fuels, donc des carburants de synthèse, et puis tout ce qu'on peut appeler la chimie fine, c'est-à-dire des molécules complexes qui avant provenaient du pétrole et qui maintenant peuvent provenir de l'hydrogène vert combiné à du CO2 récupéré ou ce qu'on appelle du CO2 biogénique, c'est-à-dire qui se trouve naturellement, enfin qui provient d'une source végétale. Voilà. Concrètement, les enjeux, ils sont où aujourd'hui sur l'hydrogène? De remplacer l'hydrogène gris par de l'hydrogène vert, c'est de le déployer dans des univers différents de l'industrie, parce que dans l'industrie, on utilise déjà de l'hydrogène, mais on va en utiliser dans les mobilités, dans la voiture humaine. Oui, alors, numéro 1, l'hydrogène, remplacer l'hydrogène gris par l'hydrogène vert. Donc ça, c'est le marché numéro 1. Marché numéro 2, décarboner l'industrie. Marché numéro 3, décarboner les transports lourds. Et alors, à égalité, sans doute, là, il y a la priorité difficile à trouver, c'est tout ce dont j'ai parlé sur les e-carburants, la chimie fine. Ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, vous me parlez d'enjeux. Autant, il y a quelques années, on disait il faut mettre de l'hydrogène partout.
aujourd'hui, pour moi, l'hydrogène, c'est une combinaison, une équation produit-marché. Ouais. C'est-à-dire que les projets qui se développent sont des projets, et H2V va être un bon exemple pour ça, qui ont déjà à 90% leur marché potentiel, et c'est en couple que ça se développe. Voilà, on est à une époque, la transition énergétique, on a appris que c'était de l'économie circulaire, mais c'est aussi de l'économie de partenariat, et ça marche. C'est-à-dire qu'il faut absolument vaincre dès le départ la question de l'œuf et de la poule. Hein, vous connaissez cette équation bien connue. C'est-à-dire qui commence? Est-ce que c'est le producteur? Ah oui, mais j'ai pas de marché. Ah oui, mais le marché dit oui, mais moi j'ai pas de producteur. Eh bien, il faut commencer ensemble, la main dans la main. Et les projets qui réussissent sont ceux qui arrivent à se mettre la main dans la main. Très bien. On peut chiffrer aujourd'hui ce que ça représente l'hydrogène en France en termes d'entreprise, d'emploi, Alors c'est là où je crois qu'il faut qu'on soit réaliste, parce que il y a, je crois, 2 ans, France Hydrogène avait, à partir d'estimations, on avait quantifié, notamment pour les Hauts-de-France, les quantités d'hydrogène. On était sur un chiffre aux alentours de 175 000 tonnes d'hydrogène vert pour les Hauts-de-France, donc en consommation et donc aussi en production. Et c'est là où on entre dans une période plus réaliste, où il faut construire ces couples produits-marché, et certainement que ça sera alors forcément des projets massifs, de production massive pour atteindre la rentabilité économique. Et là, je reviens sur H2V, on en parlait tout à l'heure. On va parler dans un instant. Mais aussi, et donc, pas forcément essaimer partout, avec 2 bus par-ci, une benne à ordures ménagères par-là, parce que ça, il n'y a pas de rentabilité. Et donc, et si ce n'est avec force subvention, ce qui pourrait tuer les projets, au demeurant. Quelque part, tu auras les projets quand on commencera vraiment à massifier, quoi. Ça, c'est clair. Encore une question avant qu'on ne focalise sur la région. L'hydrogène aujourd'hui, dans ses usages, les différents usages que vous avez évoqués, on est techniquement, technologiquement prêt, ou on est encore en train de travailler sur la mise au point et l'amélioration des process, ou l'enjeu, c'est un enjeu seulement économique? Alors, non, il y a aussi un enjeu technologique. Alors, on le voit sur les électrolyseurs, on le voit sur le stockage également. L'électrolyseur, il faut qu'on gagne en rendement, il faut qu'on gagne aussi en puissance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément construire des électrolyseurs de grosse puissance. Donc, en fait, on les met en série. Hein, on empile des stacks, comme on dit, mais on ne sait pas encore construire des gros électrolyseurs. Donc là, il y a encore de la marge de manœuvre, des gains de technologie à faire. Et puis le stockage aussi, c'est une question difficile, parce que l'hydrogène est une molécule très, très fine qui passe les tuyaux, qui passe l'acier, qui peut fragiliser les soudures. Donc il faut trouver les matériaux qui permettent de stocker l'hydrogène. Donc ça, c'est vrai pour la mobilité, mais c'est vrai aussi pour tout ce qui est infrastructure, donc les pipelines. Donc trouver les bonnes technologies pour conserver l'hydrogène. L'hydrogène dans les Hauts-de-France, c'est une aventure qui est engagée. On va y venir dans un instant. Il y a un schéma régional, on a un plan régional qui existe. Que prévoit-il? On a révisé une feuille de route, la feuille de route régionale des Hauts-de-France. On a travaillé ça avec les acteurs. Donc, c'est la feuille de route des acteurs plus que celle du conseil régional. Enfin, moi, je ne suis pas le conseil régional, je suis un acteur, finalement, aussi, un intermédiaire, un facilitateur. Et cette feuille de route, justement, on la focalise sur tous les verrous, en fait, tous les freins, tous les goulots, pour essayer de massifier la production d'hydrogène. Donc, c'est clair qu'on va aider les projets massifs, comme H2V, c'est la volonté. Et ce n'est pas forcément une question d'argent. La transition énergétique, l'argent, je crois qu'il y en a, mais les verrous sont ailleurs. Les verrous sont dans les mentalités parfois. Il faut faire comprendre à des collectivités que c'est bien d'avoir une production massive d'hydrogène, que ça ne vient pas piquer toute l'électricité, il y a des tas de... Il y a la question de l'eau, donc il faut beaucoup, beaucoup expliquer et aider les gens à comprendre le bien fondé de ce nouveau vecteur énergétique. Donc cette feuille de route prévoit ça. Cette feuille de route aussi prévoit de travailler d'autres sources de production d'hydrogène que simplement par l'électrolyse. Pourquoi? Parce que l'électricité, on ne sait jamais trop où ça va. Et vous avez des technologies à partir de biomasse. Donc c'est ce qu'on appelle la pyrogazéification. Il y a aussi la gazéification hydrothermale. Désolé pour les gros mots. Mais qui sont des technologies qui permettent de passer de la biomasse à un mélange de gaz qu'on appelle des gaz de synthèse, syngas.
et dans lequel vous allez avoir de l'hydrogène. Et puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à développer côté e-carburant, parce que ça, c'est aussi l'avenir pour les transports lourds, maritimes ou pour l'aviation, bien évidemment. Et pour servir cette feuille de route, il existe un écosystème qui est constitué, un minimum structuré dans la région, Alors, dans les entreprises de centres de recherche, de formation. Alors, côté recherche, on va faire une émission bientôt sur justement tous les projets de recherche qui existent sur l'hydrogène. Mon problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Je ne sais pas comment je vais faire une émission d'1 heure avec plus d'une vingtaine de laboratoires qui travaillent dans les Hauts-de-France sur l'hydrogène. Donc, et surtout les sujets, électrolyse, stockage, automatisme, nouveaux matériaux, etc. etc. Oui. Donc, la matière, elle est là. L'écosystème, il faut le fédérer. Peut-être je dirais un inconvénient qu'on a dans les Hauts-de-France, c'est que comme on a beaucoup de gros projets liés à l'industrie lourde, eh bien, il y a des gros acteurs qui se positionnent très vite et ils essayent de phagocyter leur marché. Et du coup, ils ont du mal à parler les uns avec les autres. Donc, on pourra en parler avec H2V, mais il y a un enjeu de formation aussi. À travers les Hauts-de-France, il faut développer la formation, qu'il y ait des ingénieurs, des techniciens qui se mettent à l'hydrogène, pour lequel ça devienne une technologie avec laquelle ils ont l'habitude de travailler. Donc ça demande beaucoup d'apprentissage, donc il faut fédérer les forces. Et je pense qu'on est encore à un moment où il faut fédérer tous les acteurs pour parler hydrogène ensemble, sans forcément se voler ses marchés, évidemment. Et donc France Hydrogène, la délégation régionale France Hydrogène joue un rôle à ce niveau-là, ou essaye de jouer un rôle. Bon, on entend dans tout ce que vous venez de dire qu'on est dans un work in progress, on est en train, voilà, tout ça est en train de se construire. Techniquement, économiquement et structurellement. Parmi les acteurs que vous évoquez, il y en a un qui s'appelle H2V. Vous en êtes le directeur industriel, Gauthier Delmar. Quelques mots sur H2V. Alors H2V, déjà, je pense que je voudrais revenir à ce que disait Jean. Je crois qu'il a très très bien compris le contexte. On est dans une filière qui est en train de naître et H2V, finalement, est une société qui a été créée il y a un certain temps, en 2016. Donc, son président, qui est le patron des transports Malherbe. Donc, on parle d'un actionnariat français. En 2016, Alain Sanson, parce que c'est son nom, a rencontré pour la première fois des camions qui fonctionnaient à hydrogène. Il s'est dit, oh là, il y a quelque chose qui est en train de se passer et je veux me positionner, être en avance par rapport à mes compétiteurs. Et donc, il va falloir engager cette transition peut-être avant les autres. Et en bon industriel, il s'est très vite rendu compte que les solutions proposées pour produire de l'hydrogène, et notamment avec des capacités relativement réduites, ne volaient pas économiquement. Donc la molécule d'hydrogène proposée à ces échelles-là ne permettait pas finalement d'alimenter, d'être compétitif sur cette solution. Donc très vite, il a fait pivoter le modèle avec ses équipes et on s'est positionné alors sur de grosses unités de production, de massification effectivement de la production d'hydrogène. Ce qu'on appelle les gigafactories. Les gigafactories. Alors, elles ne sont pas méga, elles sont giga. Elles sont giga. Pour l'instant, peut-être méga demain, on verra. Mais on parle de gigafactories effectivement de production d'hydrogène vert qui, avec les effets de levier liés à cette massification, vont nous permettre de sortir des molécules qui sont compétitives et qui pourront dans un premier temps rentrer en compétition avec l'hydrogène gris et par la suite toutes les énergies carbonées, les énergies fossiles. Oui, parce qu'on parle bien d'hydrogène vert. Quels sont vos projets? Alors, le premier de nos projets, c'est celui de Dunkerque. Le projet de Dunkerque qui est découpé en deux phases. Une première phase de 200 MW, une deuxième phase de 300 MW. Donc, sur ce projet-là, H2V a déjà le terrain, a déjà coché toutes les cases de permitting, a déjà les autorisations de construction, a déjà les autorisations d'exploitation. Et on est dans une phase de finalisation du design de l'usine. On a comme off-taker, Jean a insisté, et je pense que c'est vraiment très important de comprendre que pour lancer nos activités, on doit d'abord avoir des clients. Nos clients au niveau du Dunkerquois, c'est la sidérurgie qui s'est engagée dans une décarbonation. C'est ce fameux partenariat gagnant-gagnant qu'évoquait absolument tout à l'heure. On doit pouvoir s'adosser à de gros consommateurs d'hydrogène vert pour pouvoir lancer cette filière et pouvoir lancer ces investissements et commencer à produire des quantités d'hydrogène qui nous permettent de faire nos économies d'échelle.
Donc le projet est en cours, en lien avec les industriels locaux à Dunkerque. C'est pour quand? Alors, donc, comme je vous le disais, on est dans la phase de design. On finalise Ouais. le design de l'usine. On a une décision au final d'investissement qui doit arriver fin 2024, début 2025 pour enchaîner tout de suite après avec la construction de l'usine et une mise en opération fin 2027, début 2028 pour pouvoir commencer à livrer les industriels avec un projet de pipe qui sera déployé au niveau du port pour permettre à chaque industriel de pouvoir être servi avec ces molécules. Et cette molécule que vous obtiendrez, donc qui sera moins chère sur le marché, elle est moins chère parce que Gigafactory, parce que procédés technologiques différents. Tout simplement par les économies d'échelle. Quand vous accumulez un certain nombre d'électrolyseurs notamment, mais également des systèmes de refroidissement, quand vous pouvez mettre des postes connectés au réseau de très haute tension, vous avez l'opportunité d'acheter notamment l'électricité, qui est l'un des plus gros postes de coût de la production d'hydrogène vert. Vous avez la possibilité de massifier vos achats et d'être compétitif finalement pour pouvoir rendre cette molécule d'hydrogène vert compétitive elle aussi. Dunkerque, c'est le premier projet. D'autres suivront. Tout à fait. Donc, un an plus tard, donc on a l'ambition de démarrer sur Fos-sur-Mer un deuxième projet. Donc, on parle de 300 mégawatts. Donc, avec un off-taker là aussi qui est identifié, qui tourne plutôt autour du transport. Donc, Jean évoquait tout à l'heure l'utilisation de l'hydrogène associé au CO2 captif ou biogénique pour produire des carburants de synthèse. Et sur ce projet de Fos, qui démarrera courant 2028, donc on a l'ambition de produire de grosses quantités de e-carburant pour alimenter la logistique et le transport maritime. Très bien. Et puis ensuite, il y aura peut-être un autre projet dans la région. Exactement. Donc, il n'y a pas très très longtemps, on a eu le plaisir finalement de communiquer sur le sujet parce qu'on a tout simplement franchi un cap en ce qui concerne le projet. Donc, on a pu officiellement et publiquement communiquer sur le projet de Valenciennes, qui, là encore, sera focalisé hydrogène. Et j'ai tendance à dire que c'est un peu le petit frère ou la petite sœur de cette usine de Dunkerque. Donc, ce sera également production d'hydrogène en grande quantité pour l'industrie, le territoire et la région belge, qui a aussi des besoins relativement importants. C'est des investissements importants, considérables, et c'est des emplois à la clé. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout à fait. Donc, en ce qui concerne les investissements, il y a beaucoup de travaux sur les technologies, comme ça a été dit. On parle au bas mot par tranche. Généralement, nos projets sont découpés en 2 tranches, phase A, phase B. Chaque tranche tourne autour de 300-350 millions d'euros d'investissement. Et en ce qui concerne les emplois, finalement, c'est tout un écosystème qu'il faut considérer. Parce que dans nos usines, on tournera autour de 50, 60 personnes peut-être en emploi direct, mais on va sous-traiter toutes les opérations de maintenance, d'entretien de nos installations. Et on peut parler, dans chaque cas d'implantation, d'environ 200-250 emplois directs plus indirects qui vont être pourvus ou nécessaires. Mais là où j'insisterai quand même par rapport à cette ambition qu'on a de produire de l'hydrogène vert, c'est aussi et surtout pour accompagner la décarbonation industrielle du pays et des territoires. Et finalement, sans ce vecteur, comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, qu'est l'hydrogène, nos industries lourdes ne pourront pas aller jusqu'au bout de cette transition énergétique et cette décarbonation. Donc, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, autour de nous, c'est peut-être 200-250 emplois. Mais au final, si on prend un peu plus de recul, sans cette brique hydrogène dont on parlait, la décarbonation et cette nouvelle vague industrielle, de révolution industrielle verte, ne pourrait finalement pas avoir lieu. Et on aperçoit, on se rend compte dans les Hauts-de-France notamment, qu'on est en train de réactualiser nos outils de production, de mettre à jour nos outils de production. Et je pense que même si ça n'est qu'une brique, sans cette brique, on n'irait pas au bout de cette révolution industrielle verte qu'on est en train de vivre. Et Jean Gravelier, quel regard le délégué régional de France Hydrogène porte sur l'émergence de ce nouvel acteur industriel, et notamment sur cette idée qui vient d'être exprimée que c'est pas seulement une usine qu'on construit,
c'est un élément d'attractivité et de développement du territoire à travers la fourniture d'hydrogène. C'est clairement partagé. Pour vous donner une comparaison, alors je ne sais pas si c'est au titre de la casquette Pôle Énergie ou délégué régional France Hydrogène, mais quand il y a un moment, le Dunkerquois s'est réveillé, je ne sais pas si vous parlez comme ça, mais en créant un collectif sur le CO2. Et l'idée était bien celle-là, la Chambre de commerce pourrait le confirmer, c'était de dire si on ne travaille pas à la décarbonation de nos usines vont disparaître. Aujourd'hui, on le voit à tous les niveaux. On avait une assemblée générale récemment pour Pôle Énergie et on avait invité Isabelle Cocher. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est l'ancienne directrice d'Engie et qui nous disait bien que sur le plan des institutions financières, aujourd'hui, on regarde de plus en plus cette capacité à être future-proof. Donc, est-ce que je suis ouvert au futur? Est-ce que demain, je serai encore là? Donc, l'idée, c'est pas de décarboner, de mettre des pastilles sur ma production d'aujourd'hui, mais c'est de concevoir demain ce qui sera vendable. Et un acier demain qui ne sera pas vert ne sera plus vendable. Et donc, toute l'économie du Dunkerquois repose énormément sur la décarbonation. Donc, effectivement, sur ArcelorMittal, puisque on peut quand même le nommer, c'est celui dont on parle, qui fait entre 11 et 13 millions de tonnes de CO2 par an d'émissions. C'est un enjeu absolument crucial et ils en sont bien conscients et ils sont en figure de proue, ils sont une locomotive pour toutes ces questions. L'hydrogène, vous y croyez évidemment. Est-ce qu'on y croit autour de vous? Est-ce que vous êtes vous aussi dans cette nécessité d'expliquer d'une part et puis de convaincre éventuellement d'autre part? Oui, enfin, je pense que il y a eu une bulle quand même autour de l'hydrogène vert et il y a eu une envie énorme. Et peut-être qu'on s'est un petit peu enflammé, effectivement, et il faut revenir les pieds sur terre. Nous, on est des industriels. Moi, je suis un industriel. J'ai fait 20 ans d'automobile avant de revenir dans notre territoire des Hauts-de-France pour accompagner cette transition-là. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Mais une filière industrielle, ça prend du temps. Oui. Vous avez posé les bonnes questions. Donc, merci. Comment félicitations. Donc, comment on construit une filière? Quels sont les acteurs? Ça part de clients, toujours. Et ça passe par les technologies. Et puis, la prise en compte et la construction de toute une filière. Jean est un acteur majeur dans ce domaine, c'est pas le seul. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux interlocuteurs ou de grosses sociétés qui se regardent, qui gardent peut-être les informations pour elles, alors qu'il y a de la place pour tout le monde, au final. Et on est vraiment dans ce contexte de devoir construire cette filière pour industriellement faire une proposition réaliste qui va marcher. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, est-ce qu'il faut convaincre? Non, mais par contre, on a une obligation de résultat, je dirais, de pouvoir mettre en place les bonnes solutions, de répondre à cette demande qui est d'avoir une molécule verte compétitive. Et effectivement, ça passe par un certain nombre d'acteurs, ça passe par des collaborations, ça passe par la formation. On l'a évoqué brièvement, mais aujourd'hui, conduire des installations ou transporter de l'hydrogène, ce n'est pas quelque chose qui se fait à l'échelle de ce qu'on va avoir demain. Donc, c'est un enjeu majeur et on aura l'obligation de se mettre tous autour de la table, tous les industriels, de pouvoir lister tous ces besoins, de pouvoir discuter aussi avec les organismes de formation qui existent et qui ont une très belle performance, une très belle expertise, et finalement d'identifier, de flécher, d'être capable d'inscrire sur une carte là où on va former, on va créer des pôles finalement d'excellence et pouvoir colorer des métiers qui existent déjà. Ouais. Mais ça appelle l'investissement sur des plateaux techniques sur lesquels on va pouvoir former en vrai, dans le dur, des experts. Encore un petit mot, puisque vous disiez que vous êtes issu de l'univers de l'automobile. On a focusé aujourd'hui, mais c'est le principe, on est à Business Industry Lean, donc c'est normal, vers la clientèle industrielle, vers le besoin des industriels. On peut imaginer que demain, c'est Gigafactory qui vont produire une molécule d'hydrogène à prix abordable, pourront servir d'autres marchés dans le transport, dans la mobilité. Alors dans l'automobile, j'en sais rien, peut-être un peu trop pour en parler. À nouveau, les perspectives sont ouvertes. Oui, vous avez tout bon. Je commençais mon intervention en expliquant comment a été né H2V. Donc avec un actionnaire
qui est dans le domaine du transport, avec cet objectif d'avoir cette transition avec cette molécule d'hydrogène. Alors, pour ce qui concerne les véhicules légers, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, mais le modèle vous l'avez très très bien compris. D'abord, on massifie, on obtient des molécules compétitives, et après, en cascade, avec des volumes bien entendu moins importants, on va pouvoir, dans les territoires où on aura implanté nos gigafactories, en cascade, encore une fois, alimenter la mobilité avec des molécules qui sont compétitives et sans subside. Parce qu'un projet industriel ne fonctionne que si économiquement il est viable. Et c'est ça tout l'enjeu finalement de notre implantation dans les différents territoires. Avec des usines de cette dimension, capables de réaliser de la production à grande échelle et donc à coût réduit, on pose vraiment concrètement les premières pierres d'une filière complète. Ah, c'est clair. Et c'est clair que c'est comme ça qu'il faudra faire. C'est d'abord des gros projets qui vont permettre petit à petit, à côté, d'irriguer de plus petits projets et après, certainement, réfléchir à des questions d'infrastructure entre des grands lieux de production, des grands lieux de consommation et puis surtout à l'international, c'est-à-dire d'ouvrir sur le transfrontalier. Il faut savoir quand même que nos voisins belges et allemands ont un grand inconvénient, c'est de ne pas avoir d'électricité verte. Nous en avons et nous pouvons être des fournisseurs d'hydrogène pour ces pays-là. Si je peux me permettre de dire une chose qui me semble très importante, nous avons une chance dans ce pays d'avoir un plan hydrogène qui est ambitieux, 6,5 gigawatts d'ici 2030, je crois que c'est ça. Il y a quand même des menaces liées à l'importation. Et ce que je veux dire, il y a aussi une autre menace qui est finalement, qu'est-ce qui peut contrecarrer les projets hydrogène dans la grande industrie? C'est la capture du CO2 et la séquestration du CO2 en mer du Nord. Ça peut être une solution alternative qui est quand même relativement chère, mais qui est surtout beaucoup moins, entre guillemets, écologique, c'est-à-dire beaucoup moins réductrice de CO2 que ne l'est la production d'hydrogène. Et donc, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faudrait pas que pour une raison court-termiste de coût économique, on favorise ce qu'on appelle le CCS, donc Carbon Capture and Storage, au détriment de l'hydrogène, alors que la véritable solution, c'est l'hydrogène. Je pense qu'HDV ne dira pas non à une phrase comme ça. Et je compléterai ce que tu dis, Jean, si tu me le permets. On a décrit, je pense, dans cet échange, la naissance d'une filière. Encore une fois, il faut du temps, industriellement. Ce qui serait dramatique, c'est qu'on n'y aille pas, qu'on attende trop longtemps. Parce que pour un industriel, en fait, donc au-delà de démarrer une activité, la vie d'un industriel, c'est de se remettre en cause en permanence. Vous parliez des technologies. Pour pouvoir optimiser des technologies, il faut d'abord les utiliser. Alors, pas dans n'importe quel contexte, pas n'importe comment, et c'est pour ça qu'on parle de projets de grande ampleur, pour pouvoir faire les économies d'échelle que vous avez bien compris et que vous avez citées. Mais ce qui est très important maintenant qu'on a des projets, et H2V a pu porter 2 projets en France qui ont franchi toutes les étapes de permitting, d'autorisation, et on est prêt à y aller finalement, maintenant il faut y aller. Et je pense qu'avec ce projet-là, on va pouvoir démontrer avec une usine, une dimension qui n'existe pas aujourd'hui, que le modèle est possible. Et après, ça emmènera toute une filière qui pourra vérifier effectivement que nos engagements sont tenus. Et qu'on peut réellement compter sur cette filière hydrogène pour décarboner. Le mot de la fin, Jean Gravelier, pour vous, cette cette giga usine, elle lance une filière ici, dans les France. C'est ici que ça se joue aujourd'hui. Alors, peut-être pas uniquement ici, voilà. En tout cas, c'est une région où il se joue quelque chose et où cette filière prend corps. Oui, parce qu'on est... Alors, si je vous prends le classement de France Hydrogène, on est le top 3. Des régions avec un potentiel hydrogène assez élevé. Vous avez Fos-sur-Mer aussi, la région lyonnaise évidemment à cause de la chimie. Donc oui, quelque chose se joue ici et c'est pour ça qu'on est très attentif à tout ce qui se passe et qu'on, entre guillemets, on pousse. Oui, on pousse, bien sûr. Eh bien, on pousse pour l'émergence de cette filière, donc on en reparlera lors de nos prochains salons Business Industrie. Merci beaucoup à tous les deux et bonne journée et bon salon. Merci.